Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la norme ISO CEI 27002, des techniques de sécurité et des bonnes pratiques pour votre environnement de développement logiciel. Qu'est-ce que la norme 27002? La norme ISO CEI 27002 présente des techniques de sécurité et les meilleures pratiques pour la gestion de la sécurité de l'information et des technologies de l'information. Donc ISO veut dire Organisation internationale de normalisation et CEI c'est pour la Commission électrotechnique internationale. Avant de poursuivre, je tiens à vous rappeler les trois objectifs de la sécurité de l'information. 1. La confidentialité. On veut que les données demeurent confidentielles, loin des regards curieux. 2. Intégrité, c'est important pour nous que les données ne soient pas modifiées, soit lors d'un transfert ou par un utilisateur malveillant. Et 3. Disponibilité, on veut que les données soient disponibles au moment où on en a de besoin. Donc un petit truc mnémonique pour s'en rappeler, c'est ID, et en anglais c'est CIA pour Confidentiality, Integrity et Availability. Maintenant, quelques éléments importants sur la norme. La norme contient 114 mesures qu'on dit best practice, donc les bonnes pratiques en matière de sécurité de l'information. Elle contient 35 objectifs de sécurité. Elle est particulièrement dédiée aux responsables des technologies de l'information. Elle n'est pas obligatoire pour les entreprises, mais ça peut demeurer une bonne référence pour des contrats de business à business, donc d'entreprise en entreprise. Si je sais que l'entreprise avec laquelle je m'apprête à faire affaire suit ces normes-là, ça va nous donner une bonne base pour les contrats et la communication. La dernière version de la norme date de 2013, mais une nouvelle version qui est planifiée pour 2022. Cette norme-là coûte environ 250 $, puis elle est téléchargeable. On dit que plus de 80 000 entreprises se conformaient à cette norme à travers le monde en 2002. Je n'ai pas l'heure juste au moment où on se parle, en 2021, mais j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé des tendances sur Google Trends. En cherchant le terme ISO 27002, j'ai trouvé ce graphique-là sur Google Trends qui date de 2004 jusqu'à 2021. On peut voir qu'il y a eu un engouement en 2009 et ça baisse et ça tend à remonter, là, peut-être avec l'arrivée de la nouvelle version de la norme qui est planifiée pour 2022. J'ai aussi recherché le mot Cyber Security sur Google Trends pour voir que depuis 2004, là, on en parle de plus en plus. Ça devient vraiment important de protéger nos données confidentielles au niveau des entreprises, au niveau des États. Les attaques ne cessent d'augmenter. Donc, c'est la responsabilité de toutes les entreprises qui manipulent des données confidentielles ou des données qui ont une valeur de protéger convenablement ces données à tous les jours en écrivant du bon code et en mettant en place des processus rigoureux pour garantir la sécurité des informations. Maintenant, j'aimerais faire un survol de la norme ISO 27002. Donc, je vais vous présenter les grands chapitres et rapidement les détailler pour vous donner un aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur de ces chapitres. Donc, commençons avec la sécurité liée à l'exploitation. Dans ce chapitre, on parle de la gestion des changements. Donc, l'objectif, c'est entre autres de planifier les changements, déterminer les risques en fonction de ces changements-là. Quand on va pousser du nouveau code, lorsqu'on va acquérir du nouveau logiciel, lorsqu'on va changer notre infrastructure. Et comment on va pouvoir gérer les retours en arrière? Supposons qu'on déploie une version à nos utilisateurs et on se rend compte qu'il y a des problèmes. Donc la norme touche à ces éléments-là. On parle aussi de séparation des environnements. On a un environnement de test, un environnement de staging, un environnement de production. Donc comment on fait pour bien séparer les rôles et responsabilités de ces environnements-là et éviter qu'un environnement puisse donner accès à un autre environnement, par exemple. On fait une recommandation de ne pas placer d'informations sensibles dans les bases de données de test. On nous demande aussi d'ajouter des protections contre le code malveillant. On
incite au déploiement d'antivirus, par exemple. On parle de sauvegarde. À quelle fréquence on doit sauvegarder nos données? À quel endroit on doit sauvegarder nos données? On parle aussi de journalisation. Journalisation des événements les plus pertinents. Si un utilisateur scanne votre API ou votre site web au complet, si des erreurs 500 sont levées sur une de vos pages web, donc on veut journaliser ce genre d'événement-là. Si l'admin se connecte sur la section d'administrateur, peut-être qu'on veut garder l'adresse IP de cette personne-là qui s'est connectée. Gestion des vulnérabilités techniques. Par exemple, si on découvre qu'il y a une vulnérabilité dans un logiciel, mais comment on va faire pour appliquer rapidement les correctifs? Un autre chapitre, politique de sécurité de l'information. Dans ce chapitre, on parle des politiques en lien avec la sécurité de l'information qui devraient être mises en place à l'intérieur de votre entreprise et leur revue périodique. Donc, de façon récurrente dans le temps, on devrait revoir et s'assurer qu'on suit bien ces politiques-là. Dans la section Gestion des incidents, on parle de signalement des incidents. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on rencontre un incident de sécurité? On parle de signalement des failles liées à la sécurité. Comment on fait pour prendre des décisions éclairées lorsqu'on détecte une faille de sécurité ou peut-être qu'on se fait hacker? Tirer les enseignements des incidents afin de mieux comprendre et mieux se protéger dans le futur pour que des situations désagréables de sécurité ne se reproduisent plus. Recueil des preuves. Peut-être qu'on va devoir analyser les logs du serveur, essayer de comprendre comment l'utilisateur a fait pour injecter du code malicieux, comment il a fait pour téléverser un fichier sur notre serveur. Dans la section sécurité physique et environnementale, on parle de mesures de sécurité pour la salle des machines. Par exemple, la salle des machines devrait être conçue dans les règles de l'art. Au niveau du contrôle physique, on doit interdire l'accès à toute personne qui ne doit pas aller dans cette salle-là ou dans ces environnements-là. On doit aussi se protéger contre les désastres naturels, contre les attaques malveillantes ainsi que contre les accidents. On sait qu'avec les changements climatiques, les événements extrêmes vont être de plus en plus fréquents, donc on parle de sécurité environnementale. La sécurité des équipements. Le matériel doit être exploité conformément aux spécifications du fabricant. Le câblage réseau doit être posé de telle sorte qu'il soit difficile d'intercepter les flux. Le matériel doit être entretenu de façon régulière afin de prévenir les pannes. Les équipements laissés sans surveillance doivent être protégés et les postes de travail doivent être automatiquement verrouillés. Dans le chapitre Sécurité des communications, on parle de cloisonnement des réseaux. Donc, on ne devrait pas avoir un grand réseau avec les postes de travail, les serveurs et les zones démilitarisées. On devrait s'organiser pour avoir différents domaines et sous-domaines. Au niveau de transfert de l'information, on devrait éviter d'avoir des conversations confidentielles dans les lieux publics, par exemple. Il y aurait sûrement des précautions à prendre au niveau des messageries électroniques. Vous utilisez Gmail, on voit le petit cadenas, normalement l'information est chiffrée, mais Google va avoir accès à toute l'information de vos courriels. Est-ce que c'est bien si on veut garder la confidentialité des données? Développement et maintenance des systèmes d'information. Il est proposé de mettre en place des mesures pour assurer la sécurité des services réseau. Donc, vous mettez en place un service réseau comme un site web, une application web, une API. Ça va être important de mettre les bonnes mesures de sécurité pour, entre autres, protéger les transactions contre les erreurs et les transactions incomplètes. On parle aussi de changements applicatifs. Quand on va pousser une nouvelle fonctionnalité, on doit peut-être faire des revues techniques, des revues de code et faire un suivi après que ces changements-là aient été appliqués. Et donc, ce chapitre-là sera détaillé un peu plus tard. Au niveau de la cryptographie, il existe deux mesures de sécurité. Premièrement, une politique de chiffrement. Cette mesure conseille de chiffrer les informations en fonction de leur sensibilité. Donc, si une information est très sensible, des numéros d'assurance sociale, ça va être important de choisir un haut niveau de chiffrement.
et aussi chiffrer les échanges lorsque les liaisons ne sont pas considérées comme sûres. Donc on sait que Internet a été basé sur des protocoles non sécurisés. Ça va être très important lorsque des échanges entre serveurs distants vont être effectués à partir du net de bien sécuriser et de bien chiffrer les données. On parle aussi de gestion des clés. On va expliquer quelles sont les conséquences liées à la divulgation d'une clé ou la perte de clé et comment on fait pour se protéger de façon adéquate. Gestion des actifs. On parle de classification de l'information. On encourage les exploitants à classifier l'information afin de mettre en évidence les actifs ou les données les plus sensibles et évidemment mieux les protéger. On parle aussi de manipulation des supports, que ce soit des disques durs, des clés USB, des ordinateurs portables. On incite à avoir des procédures de manipulation, des supports amovibles. Et on parle aussi de destruction ou d'effacement des données lorsque les supports amovibles sont en fin de vie. Donc on change les ordinateurs dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait avec les disques durs, avec les données peut-être confidentielles, qui auraient des clés publiques, privées, des informations, des mots de passe? Donc comment on fait pour se débarrasser de ces informations-là en toute sécurité? Maintenant, la sécurité des ressources humaines. Avant d'embaucher une nouvelle ressource, ça pourrait être intéressant de préciser des critères de sélection en matière de compétences générales et de compétences en sécurité. Et pendant la durée du contrat, peut-être qu'on devrait publier une charte destinée aux utilisateurs pour augmenter leur niveau de sécurité. Peut-être mettre en place un processus disciplinaire afin de recadrer le personnel. Et au départ du personnel, la norme conseille de clarifier autant que possible les règles de sécurité qui seront applicables aux salariés, même quand il aura quitté l'entreprise. Relations avec les fournisseurs. Il est conseillé de rédiger une politique de sécurité destinée aux fournisseurs, d'insérer les articles relatifs à la sécurité des systèmes d'information dans les contrats pour que les fournisseurs s'engagent dans le domaine. Gestion de la prestation de service. Le fournisseur doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il respecte ses engagements en matière de sécurité. Maintenant, contrôle d'accès. L'objectif de cette section est de contrôler l'accès aux informations des installations de traitement, d'informations et des processus commerciaux. Qui a accès à telles données? Qui a accès à telles informations? Qui a accès en lecture, en écriture, en modification? Finalement, la conformité. On demande aux développeurs et aux entreprises de se conformer aux lois et aux règlements en vigueur. On peut penser en Europe au GPDR, des lois sur l'envoi de courriel, le pourriel, et il y a sûrement des lois qui dictent qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est victime d'une attaque et de failles de sécurité. Donc ça va être important pour vous d'identifier ces lois et règlements-là et de les suivre pour ne pas vous attirer des ennuis. On invite aussi les développeurs et les entreprises à se faire auditer de façon régulière, tant au point de vue technique qu'organisationnel, pour vous assurer que vous respectez les lois et les règlements en vigueur. En lien avec la politique de développement sécurisé, voici quelques petites questions pour vous. Il faudrait prendre en compte la sécurité de l'environnement de développement. Qui a accès à ces environnements de développement-là? Est-ce que les environnements de développement comportent des données confidentielles, des clés, des noms d'utilisateurs, des mots de passe, des informations sur la structure interne de vos logiciels? Est-ce que le serveur est partagé avec un serveur de production? Vous avez décidé d'héberger le serveur de test et le serveur de production sur la même machine virtuelle. Est-ce que ça peut causer des problèmes? Quels sont les ports qui sont ouverts? On pourrait aussi identifier les exigences de sécurité dans la phase de conception. Donc, quels seront les rôles de l'application? Est-ce qu'il va y avoir un utilisateur administrateur, un gestionnaire, un développeur, un utilisateur invité? On pourrait aussi mettre en place le throttling pour éviter, par exemple, des attaques de force brute ou brute force qui tenteraient de se connecter avec tous les noms d'utilisateurs ou les mots de passe possibles. On voudrait aussi identifier les protocoles à utiliser, les protocoles sécurisés, HTTPS, SFTP, SSH. Et on va vouloir aussi identifier les données qui devront être chiffrées, courriel, numéro d'assurance sociale, informations confidentielles.
On veut aussi augmenter la capacité des développeurs à éviter, découvrir et corriger les vulnérabilités. Donc, des revues de code, pas seulement sur la syntaxe, sur l'écriture et les design patterns, mais aussi sur la sécurité. Il y a aussi des exercices possibles sur l'identification de vulnérabilités. On vous donne du code et vous devez analyser et trouver les vulnérabilités à l'intérieur de ce code. On peut faire des formations, des tutoriels et bien évidemment faire des mises à jour en continu sur la formation des utilisateurs. On voudra peut-être aussi mettre en place des tests automatisés en lien avec la sécurité. On va vouloir avoir des processus pour mettre à jour les dépendances logicielles de façon efficace et rapide. Et on va vouloir connaître aussi des bases de données de vulnérabilité et identifier les vulnérabilités à l'intérieur de nos dépendances. Lors de ma recherche, j'ai vu souvent le terme norme de codage sécurisé. La majorité des langages parlent de Secure Coding Guideline, comment écrire du code sécuritaire. Donc, ça peut être intéressant d'aller dans cette direction-là et d'approfondir les façons d'écrire du code sécuritaire dans votre langage. Afin de poursuivre avec le codage sécurisé, voici quelques indices ou lignes directrices à prendre. Premièrement, nettoyer les entrées. Toutes les données qui proviennent de l'extérieur, des chaînes de caractères, des chiffres, ça va être important de nettoyer ces entrées-là et de les valider. Il faudrait aussi éviter les fonctions dangereuses, des fonctions comme eval, exec, eval qui permet d'évaluer du code, d'exécuter du code, et exec qui permet d'exécuter des commandes du système d'exploitation. Donc, éviter ces fonctions dangereuses-là. Et si l'utilisateur est en mesure de passer des paramètres à ces fonctions-là, il faut vraiment faire le ménage et éviter que des fonctions et méthodes dangereuses soient appelées. Utilisez des analyseurs de code statique, SAST. Si vous n'avez pas vu la capsule SAST, je vous invite à suivre le lien qui apparaîtra en haut de votre écran. Autre conseil, refusez l'accès par défaut. Donc, par défaut, on bloque tout et si on en a besoin, on ouvre une porte aux utilisateurs qui ont les droits et les accès. Mise à jour des versions et dépendances, implémenter des règles de sécurité, bonne gestion des erreurs et journalisation. On a vu que c'était une erreur d'avoir un bloc try catch avec un catch qui n'attrape rien, qui ne fait rien avec cette exception-là. Donc, ça pourrait faire partie des bonnes idées de bien gérer ces erreurs-là. Et journalisation, écrire dans un journal les événements suspicieux et importants en lien avec la sécurité. On pourrait aussi tenter de modéliser les menaces. Donc, une fois que je vais avoir déployé mon application, mais quelles sont les menaces? Quels sont les ports ouverts? Qui sont les utilisateurs qui vont se connecter à mon système? Dans quel réseau? Donc, des outils de threat modeling sont disponibles et vous permettraient de mieux comprendre et visualiser les menaces auxquelles vous ferez face. Pour terminer, quelques avantages de la norme. Ça sert vraiment de guide. C'est une référence internationale utilisée à travers le monde par des milliers d'entreprises. C'est une excellente base de connaissances aussi. Si vous voulez améliorer vos connaissances en sécurité de l'information, ça peut être une bonne lecture de cibler les chapitres qui sont directement en lien avec votre domaine. Et donc, ça permet de faire évoluer vos pratiques. Mes recommandations: identifiez les chapitres pertinents pour votre entreprise ou votre expertise et appliquez progressivement les meilleures pratiques afin d'augmenter votre niveau de maturité en sécurité de l'information. Faites-le pour vous, pour votre entreprise et vos clients. Merci pour votre écoute et bon succès. Le mot de la fin. Si vous avez apprécié ce tuto, un petit pouce en haut est toujours apprécié. Si vous aimez la cybersécurité et la programmation web, cette chaîne est pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire et cliquez sur la petite cloche, vous serez informé des nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.